Là, en gros, je voulais qu'on fasse un GT parce que le constat que j'ai remarqué, c'est qu'on parle d'éducation populaire, on l'a dans le poste, mais les gens ne le comprennent pas dans le réseau. Même le BN, forcément, n'arrive pas à voir où est l'éducation populaire exactement. Donc, j'aimerais bien qu'on trouve un truc pour pouvoir le vulgariser au réseau ou même à l'extérieur. On peut faire une contribution, une note explicative un peu de ce que c'est l'éducation populaire. Sinon, on peut faire un sorte de point au CA où on explique un petit peu tout ça. Ok. Mais je voyais un truc qui soit quand même assez visuel et que tu puisses facilement transmettre aux autres. Un documentaire, une vidéo, un truc comme ça. C'est-à-dire comme le documentaire de l'ANE? Bah ça peut, et juste on reprend la thématique et on la développe. Ok, et on parlerait quoi dedans? Bah déjà, comment devenir formateur. Pas mal. C'est Ouais. Joseph. Ensuite, il pourrait y avoir tout le volet vraiment formation. Bah le projet, c'est un commun important. Ok. On pourrait peut-être définir à un moment l'éducation populaire de manière générale. Et oui, de voir comment elle s'inclut dans l'ANE et dans la société en général. Carrément. On part là-dessus? Allez. Déjà, la formation à l'ANE STAPS, elle commence par les journées de formation des formatrices qui a été mis en place en 2007-2008 sur ce mandat-là. L'objectif était de former directement des personnes du réseau pour pouvoir former dans les associations parce que c'était que le bureau national et le BNFAGE, enfin du moins les formatrices FAGE qui pouvaient se déplacer. Donc envie de se structurer en interne à l'ANE STAPS. Dans les temps après, il y a eu des week-ends de formation pour pouvoir passer sur une période un peu plus longue. Et du coup, aujourd'hui, ça a évolué. Ça s'appelle le séminaire de formation parce qu'on va avoir 2 parcours. Aujourd'hui, on se retrouve au SE2F de Montpellier. Donc SE2F, c'est séminaire de formation pour les formatrices de l'ANE STAPS. Alors, en gros, il y a 2 groupes, donc un dans cette salle et un dans l'autre, parce que ici, on est les personnes qui sont déjà formateurs du réseau de l'ANE STAPS, donc ceux qui ont déjà participé à un SE2F. C'est ce qu'on appelle le SE2F continu. Donc, on travaille en continu sur les formations, sur les outils pédagogiques. Là, c'est pour ça qu'on est en petit groupe ici, c'est qu'on est en train de retravailler des outils pédagogiques. Et dans la salle d'à côté, il y a les nouveaux formateurs qui, à la fin de ce week-end, seront prêts à les former pour le congrès. Actuellement, ils sont en speed dating, c'est-à-dire qu'en gros, il y a les vieux formateurs donc, qui sont déjà formés, qui font des retours sur leur expérience passée et comment va se passer leur future expérience de formateur. Et les nouveaux posent des questions là-dessus pour être informés. En fait, c'est notre point de départ du séminaire de formation pour avoir des bases de c'est quoi être réellement formateur à l'ANE STAPS. Là, une des forces aussi du séminaire de formation à l'ANE STAPS, c'est qu'on fait partie d'une formation où l'EducPop est, on va dire, inclus directement dedans. Éducation motricité, on va intervenir dans des cours. Entraînement sportif, on va être auprès d'un public jeune pour pouvoir faire de l'entraînement. Pareil au niveau du coup des BPGEPS, pareil sur les BAFA. Beaucoup des STAPS sont directement animateurs. Donc en fait cette idée-là d'apprendre par les autres et par les pairs dans nos W2F fait que les gens ont déjà des bases, ils ont juste à les mobiliser pour pouvoir les développer et se dire en fait ce qu'on fait en tant que formateur ou formatrice, je le connais déjà et j'ai juste à le mobiliser auprès du réseau. L'équipe de formation, c'est donc les membres des associations, les membres du bureau national, des personnes qui sont hors aussi des associations, des élus, enfin des personnes qui sont dans le champ du sport d'animation et qui passent les week-ends de formation formatrice. Et ça peut être n'importe qui, donc, comme je l'ai dit, quelqu'un qui va être encore en association, quelqu'un qui ne l'est plus. On a beaucoup de personnes qui ont quitté les associations et qui continuent à former l'ANE STAPS parce que ils utilisent, on va dire, leur expérience pour pouvoir former tous les membres des associations. La grosse force de l'équipe de formation de l'ANE STAPS, c'est qu'il y a des profils qui sont extrêmement divers et variés, dans le sens où chaque personne vient d'un territoire différent, a un vécu différent et a des engagements différents, ce qui permet d'avoir une pluralité de profils et d'expertise dans certains domaines qui est hyper intéressant. Par contre, en contrepartie, tous ces engagements-là, ils font que, en termes de temps, c'est des fois compliqué, qu'ils réussissent à se libérer. Là, actuellement, on doit être à 110. Ouais. Quelque chose comme ça sur le groupe. 110 sur le groupe pour en réalité 80 formateurs et formatrices qui sont véritablement actifs, je dirais. Pendant les SE2F, il y a aussi l'idée que les futurs formateurs et formatrices, ils sont aussi là pour apprendre que dans leur future formation, ils auront autant de choses à apprendre pour eux-mêmes que à partager avec les apprenants et les apprenantes. L'idée, c'est aussi que les formateurs et les formatrices ils soient formés dans un cadre d'éducation populaire qui leur permet de pouvoir derrière former sur diverses thématiques et aussi de former sur
des formats qui sont très différents et très variés. À l'ANESTAPS, on a différents types de formats. On va avoir les formations classiques qu'on va mettre dans les différents congrès ou dans les formations à domicile. Les formations à domicile, on se déplace directement chez les associations pour former les associations. On va avoir aussi le congrès où là, il y a plein de différents formats à l'intérieur. Temps politique, masterclass, les workshops, les formations classiques, les serious games aussi. On va avoir le WIZ qui va être à destination des élus dans le champ du sport et l'animation. Même chose sur le congrès, on va avoir plein de formats différents. Et on va aussi avoir des événements qui vont être très spécifiques en fonction des thématiques. Les week-ends de formation, on va en avoir sur le côté plutôt administratif, sur les Friperies Sport Planète ou sur des thématiques très précises comme ça. Et c'est ça qui fait la pluralité, on va dire, de nos formations, c'est qu'on a plein de gros événements et dans ces événements-là, on a plein de types de formations qui permettent d'avoir une diversité et de ne pas avoir tout le temps la même chose et que ce soit très redondant. Les LAS, les PAF, ça vous dit rien? Venez, c'est gratuit. C'est quelque chose de très important. Personnalité extérieure. Personnalité extérieure, Prague, et dernier, enseignement chercheur. C'est atteignable de faire une soirée à 50, c'est pas réalisable de le faire un dimanche. Les soirées adhérentes, je sais pas si vous faites ça, nous on fait pas ça encore, mais... Donc c'est ça aussi votre rôle actuellement dans une bonne passation. Dans un premier temps, les premières formations qui ont été dispensées à l'ANESTAPS, c'était un format très classique avec du coup 2 formateurs ou formatrices et un public avec lequel ils échangeaient, etc. Sur les cotisations par exemple. Et là donc on voit qu'il y a une incohérence. Elle va être moins en capacité de réussir les tests. Déjà la première chose c'est ce qu'on appelle l'icebreaking game et ces jeux brise-glace ils permettent à tout le monde de pouvoir se connaître parce que on a des personnes qui viennent d'un peu partout en France qui ramènent aussi de la cohésion. Voilà, c'est on va dire le petit jeu d'introduction. Et le but c'est de mettre les balles de tennis dans le panier. Air Bonjour. Après, dans un second temps, on va avoir du coup l'entrée dans la formation avec en général la définition des gros termes de la formation ou du moins des termes importants qui vont être réutilisés tout au long de la formation. Et ça, c'est une mission. C'est une mission. Des relations internes. Est-ce qu'on a de l'espèce? Est-ce qu'on archive? C'est des choses qui vont être considérées normales par la majorité des gens. Une fois qu'on a fait un peu, on va dire, la partie connaissance, on va voir la partie pratique. Donc là, à vous, il y a les crayons, il y a les feuilles. C'est surtout de la mise en situation de ce qu'on a vu juste avant pour que les personnes puissent repartir dans leur association en ayant déjà fait ce qu'on vient de leur apprendre. Parce que c'est la petite particularité qui permet de pouvoir le mettre en place directement sur leur territoire. Ça permet de créer une continuité vraiment entre la formation et ce qu'ils vont mettre en place derrière. Petit à petit, on a cherché à faire évoluer ces modes de formation-là pour élargir un petit peu notre spectre et pour aller voir vers d'autres horizons avec l'objectif de toujours plus inclure les apprenants. On est passé sur un format workshop. En gros, l'idée, c'est d'utiliser ce terme un peu d'eudagogie et de l'apprentissage par soi-même. Les personnes ont certaines connaissances, nous, on leur donne certaines ressources pour pouvoir pousser plus loin les connaissances. Ils mobilisent entre eux directement ces connaissances pour pousser la thématique généralement et de se dire, c'est bon, on est capable de se former entre guillemets nous-mêmes. Et en fait, le formateur passe plus en facilitateur d'apprentissage que d'une personne qui va redescendre les informations directement. L'idée était de se séparer un peu aussi du modèle académique et enfin du moins universitaire, d'avoir une personne qui a la connaissance, qui la fait redescendre. Les personnes en face, les apprenants, écoutent, doivent emmagasiner et appliquer derrière sur une évaluation. C'est très peu éduc-pop entre guillemets, cette vision-là de on a quelqu'un qui a tout le savoir et on s'est dit les formations, faut qu'on arrive à faire qu'elles soient le plus on va dire fun à suivre et les plus on va dire didactiques, pédagogiques aussi. Et du coup pour ça on a mis en place des serious games. Là on est en train de préparer le serious game, donc il est sur la gouvernance territoriale du sport et il y a une méthode pédagogique qui consiste à avoir des grands schémas et il place des papiers dessus et du coup c'est toute la prépa qu'on a en amont du serious game qui sera utile pour que le serious game passe pour le mieux. Un serious game en gros c'est une méthode pédagogique, une méthode d'animation qui permet
permet de mêler le jeu et la formation. C'est vraiment par le jeu et par cet apprentissage-là qu'ils puissent retenir tout ce qu'on peut voir dans le monde associatif. Déjà, c'est un temps qui est beaucoup plus long, donc qui permet de voir beaucoup plus de choses et d'avoir une plus grande amplitude sur la formation. Surtout, le jeu est un facteur hyper important parce que les personnes déjà s'amusent et généralement quand on s'amuse, on arrive à mieux se concentrer, à mieux retenir. Là, le fait que ce soit sous forme, déjà on a commencé par un escape game, donc il y a un peu le côté jeu, ludique, tout ça. C'est super cool. Et puis là, on est assez libre, on peut aller voir du coup les acteurs, vraiment bouger et construire le projet à notre façon sans forcément être assis sur une chaise tout le temps à regarder un vidéoprojecteur. C'est vraiment une mise en réalité du terrain, mais du coup là sous forme imagée. Ce principe-là, il est hyper intéressant parce que en fait les jeunes qui participent, ils ont un endroit, ils ont une salle qu'on appelle du coup un QG où ils vont pouvoir se retrouver, ils vont pouvoir échanger. Et ils ont aussi tous les espaces de dehors, c'est un moment qui est très mouvant. Où ils vont pouvoir aller discuter, échanger, aller chercher les informations, revenir dans les salles, discuter de ce qu'ils ont trouvé. Et en fait, ce mouvement extrêmement mouvant, ça fonctionne super bien auprès d'eux. Je suis donc chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche lors de ce Serious Game à la ville de Toulouse, donc, qui est une ville fictive, bien évidemment. Mon rôle, c'est d'être un acteur du territoire pour justement réussir à présenter un peu comment une association étudiante ou bien des élus étudiants peuvent s'intéresser à l'acteur et aller se saisir justement des opportunités que moi je peux offrir en tant que chargé de l'enseignement supérieur à la collectivité. Donc bien évidemment tout ça c'est une simulation, mais ça permet d'un peu de les entraîner et que le jour où ils se retrouveront réellement face aux chargés de l'enseignement supérieur de la collectivité, eh bien qu'ils sachent comment à peu près réagir ou quels éléments de langage ils pourront utiliser. Ça nous permet vraiment de nous rendre compte de tous les acteuristes qu'on a autour de nous au quotidien sur nos universités, de quelle manière on peut aller les solliciter, quelles sont les réponses types qu'elles peuvent nous donner et sur quelle thématique on peut aller voir telle personne. Donc c'est vraiment assez intéressant pour le travail d'élu, je pense, dans tous les conseils. Au sein de ce Serious Game, je suis accompagnatrice d'une équipe, donc ça veut dire que je dois les accompagner à la réflexion et à la compréhension de tous les acteuristes du monde territorial et du monde sportif. Donc ça se passe trop bien. Voilà. Du coup là je suis en rôle de coordination, donc avec Flavie, Yanis et Joseph. On coordonne le Serious Game en général, donc tout ce qui se passe dans les salles autour, donc tous les acteuristes, tous les accompagnateurs et accompagnatrices, justement pour vérifier que le timing est bien respecté et pour aider tout le monde à bien correspondre à son rôle et pour que tout le monde se sente à sa place. Les thématiques elles sont généralement choisies en fonction des différentes temporalités et du contexte politique ou juste des associations. Pour tous les autres Serious Games qu'on peut mettre en place dans l'année, ça va être de réfléchir qu'est-ce que nous, en tant que structure à Nostaps, on a envie qu'il soit porté sur le territoire et c'est comme ça qu'on en découle la thématique qui est choisie. Tous vos écrits là, sont hyper importants parce que dans le livre blanc de la Nostaps où on disait ce que voulaient les jeunes de la gouvernance du sport au national, et justement on n'avait pas de retour sur les territoires. Et là, grâce à vous, on a je sais pas combien de positions et c'est énorme à voir et c'est magnifique de vous ce que vous avez pu faire et comment on peut améliorer tout ça. Quand on construit un Serious Game, l'objectif c'est qu'il soit périn. Au vu du nombre d'heures qu'on y passe, là on doit être pas loin des 300-400 heures de préparation. Si on prend chaque BN individuel, il est construit pour qu'il soit réutilisable et réemployable. On commence à avoir des demandes extérieures de prestations, de création de Serious Game pour pouvoir parler d'une thématique. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est celui sur sport et réfugiés. Et on a pu faire un Serious Game à des personnes qui ne connaissent pas le monde associatif comme nous on le fait, nos formations associatives, et de pouvoir former sur cette thématique qui est des fois aussi très touchy, très dur à apporter, et qu'on a amené d'une manière un peu plus pédagogique et de se former sur cette thématique-là à l'extérieur. Ce format-là, il reflète complètement l'éducation populaire. C'est purement l'éducation populaire. Ils discutent entre eux, ils trouvent des problématiques, ils essaient de les régler en se déplaçant, en discutant, en trouvant des solutions, en échangeant entre les groupes. Et voilà, c'est super cool. L'idée de la masterclass, c'est vraiment de cumuler un formateur ou une formatrice à Nostaps avec une personne qui va être experte de la thématique, de pouvoir les mettre ensemble pour que le formateur ou la formatrice à Nostaps apporte le côté un peu plus éducation populaire. Nous on a l'habitude, et que la personne extérieure puisse apporter son expertise sur la thématique. Il y a des enjeux génétiques. Il a été démontré que, en fait, par exemple, c'est hyper intéressant pour les apprenants parce que du coup, ça leur permet de pousser très loin un sujet. Et c'est aussi intéressant pour les personnalités extérieures qui viennent former parce que ça leur permet de tourner leur thématique de manière un peu éducation populaire. On va parler en collecte de fonds privée, c'est-à-dire toutes ces techniques en ligne, crowdfunding ou événements team. Mais malgré tout, ça va, il y a cette notion de culture qui peut rentrer à la fois sur ce côté-là en disant voilà,
vraiment dit que cette forme. Non mais c'est cool, là, je trouve que bon, les questionnements que vous avez sont clairement des bons et c'est bien d'avoir tout ça en tête, je trouve que c'est quand même assez rassurant. Là, dans notre modèle actuel de formation, c'est une plus-value qui est énorme dans les congrès parce que c'est des thématiques qu'on n'aborde pas du tout pendant les cours universitaires. Les retours qu'on en a, c'est merci d'avoir apporté ces thématiques-là parce que si on ne me l'avait pas mis devant moi, je ne serais pas allé chercher les informations auprès des intervenants comme là on a pu me les donner. Parmi les thématiques qui sont abordées, il va y avoir dans un premier temps tout le côté gestion associative avec comment tenir une réunion de bureau, comment administrativement assurer une association. Il va y avoir le côté représentation qui est quand même le fondement de nos associations, comment représenter les jeunes du champ du sport et de l'animation. Il va y avoir aussi une thématique qui va tourner plutôt autour de l'innovation sociale, qui va toucher à toutes les thématiques sociales et sociétales, la lutte contre les discriminations. Il va y avoir aussi tout ce qui touche à la transition écologique, etc. On forme l'ensemble des jeunes dans le champ du sport et de l'animation et que l'idée c'est de toujours ramener ces thématiques-là au sport et à notre domaine d'expertise. Tout ce fil rouge de la formation, il est tenu par l'innovation pédagogique. C'est l'idée de pouvoir amener les thématiques de manière un petit peu innovante. Ça peut passer partout par des petits jeux, par des moments où on réfléchit ensemble, des moments où on va mettre des petites compétitions entre eux pour qu'ils puissent aller chercher les idées. Le taux horaire d'un volontaire en service civique est de minimum 30 heures. Par semaine. Par semaine. Oui, c'est à gauche, non, c'est à droite. À la salle ou en cours, c'est tout ce qui tourne. Alors, Élie, le procureur pour la défense, Tu vas écrire. C'est sur ça qu'on tient tout notre modèle de formation, avec l'idée qu'ils aillent chercher par eux-mêmes et qui, tout au long de la formation, échangent, discutent, fassent de la compétition entre eux. C'est là l'importance du modèle de la formation à la NoStaps, c'est comment on arrive à mobiliser les connaissances chez les personnes, parce que chacun a son vécu, chacun a son passé, et c'est comment on arrive à voir leur expérience, la mobiliser pour qu'ils créent, on va dire, un contenu commun qui va se développer et s'infuser, on va dire, dans chaque association et dans chaque personne. En tout, sur l'année, on a environ à 1000 heures de formation dispensées qui vont être réparties donc, sur les différents formats dont on vous a parlé juste avant. Globalement, les congrès, ça va représenter à peu près 200 créneaux de formation. On va avoir 5 à 600 créneaux de formation qui vont, eux, représenter les FAD, donc les formations à domicile. Durant l'ensemble des formations, il y a des diverses thématiques qui sont abordées. L'idée, c'est qu'ils puissent, eux, s'en servir pour les mettre en œuvre sur leur territoire à travers les projets qu'ils vont mettre en place. Et il y a aussi l'idée que l'ensemble des formations qui sont dispensées, ça puisse leur servir en tant que personne et en tant qu'individu, et pas uniquement en tant que personne associative. Tout simplement, on a compris que pour arriver à mettre en place une thématique sur son territoire, il faut arriver à être formé dessus, la comprendre déjà de pourquoi on la met en place. Ça marche pas auprès de nos associations, de nos associatifs, parce que ils viennent se faire former et on a cette chance-là les personnes ont envie de se faire former par la NoStaps pour apprendre un peu plus. Un autre moyen, c'est comment on arrive à toucher les étudiants, comment on arrive à sensibiliser les étudiants, comment on arrive à sensibiliser le grand public sur des thématiques qui nous sont chères, ou du moins sur lesquelles on a des plaidoyers à porter. Une des solutions, c'était d'utiliser les projets pour pouvoir sensibiliser directement. Par exemple, on va avoir un gros projet qui va être la GNSH, la Journée nationale du sport et du handicap, et qui illustre du coup très bien ce que Yanis vient d'expliquer, avec l'idée de les former d'abord sur les enjeux de lutte contre l'isolement social des personnes en situation de handicap, contre la méconnaissance des parasports, et que derrière, eux, ils puissent le mettre en place sous forme de projet, en tant qu'experts du coup de la thématique ayant été formés, et que eux, ils puissent à leur tour sensibiliser le grand public, qu'ils puissent sensibiliser les étudiants et les étudiantes sur l'idée de la GNSH. Ça peut être
sous forme d'un village avec du coup différents stands où ils vont échanger, discuter, promouvoir ces différentes activités-là. L'idée à travers ces projets-là, c'est de mettre en avant l'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire que c'est l'apprentissage entre étudiants, par les étudiants, pour les étudiants, et qu'ils puissent transmettre entre eux, à travers leur vécu, à travers les formations, différents apprentissages, et qu'ensemble, on monte des projets, on sensibilise. Puis plus largement, c'est aussi un moyen de pouvoir faire ressortir des positions et de prendre la parole des jeunes. Un des projets qui a été mis en place il y a certaines années, ce sont les éductours, plus récemment les éducatons. Ce projet-là, il reflète typiquement la vision qu'on en a de cette éducation populaire, d'apprendre de tout le monde, de prendre de chacun, prendre les expériences de tout le monde pour pouvoir le porter au plus haut et de dire, bah voilà, nous sommes un organisme qui représente les jeunes, nous sommes un organisme d'éducation populaire, on lie les deux pour pouvoir porter nos positions, notamment via le projet. Du coup, le principe des éducatons, c'était dans un premier temps d'avoir un temps d'échange avec des experts et des expertes de la thématique, de sorte à ce que tout le monde ait plus ou moins les mêmes billes pour derrière pouvoir travailler ensemble. Ce premier temps-là, un petit peu d'explication de la thématique. Et dans un second temps, l'objectif final, c'était vraiment de pouvoir rassembler les jeunes, travailler sur une thématique, pouvoir aussi en sortir des positions et des propositions de ce qu'on veut de cette thématique-là. Et derrière, l'idée, c'était de pouvoir le faire sur différents territoires, de sorte à ce qu'au final, on réussisse à rassembler toutes les positions de tous les territoires et pouvoir porter fièrement le travail des jeunes. Ce projet-là, il était fait d'abord au national, sur plein de thématiques. Là, une des thématiques qui me vient, c'est le sport santé. On l'avait fait pendant le congrès de Clermont, donc avec des jeunes directement du réseau. Ensuite, il y a eu le sport environnement. Il y a eu une édition d'abord nationale qui s'était faite à Marseille. Après, on les avait territorialisés pour avoir le retour des associations. La dernière édition, c'est celle sur la lutte contre la discrimination. On a fait l'inverse. On a été d'abord sur les territoires et beaucoup d'associations s'en sont saisies pour pouvoir former, sensibiliser les associations et du coup les étudiants extérieurs, parce que c'est le but, c'est d'avoir des jeunes qui ne sont pas forcément du monde associatif, d'avoir leur retour à eux sur les positions qu'ils veulent pour lutter contre la discrimination dans le sport. Et après, il y a eu une version nationale qui s'est faite sur 2 jours à Aubervilliers avec à peine 10 jeunes sur 100 du réseau associatif et le reste c'est des jeunes du territoire, que ce soit en MJC, que ce soit des écoles, qui a permis de ressortir des positions et d'en éditer un livrable via l'éducation populaire, soit par l'échange. On est un modèle associatif et ce modèle associatif-là, il permet de mettre en place de nombreux projets. L'idée, c'est que ce projet-là, on le fasse à travers l'éducation populaire, mais que ce soit pas uniquement dans notre modèle associatif, mais que ça touche plus largement à la société. L'éducation populaire, actuellement, comme on l'a mis en place à la NOSTAPS, c'est aussi le travail depuis longtemps des bureaux nationaux qui pouvaient faire les formats. Ensuite, il y a eu l'équipe de formation. Actuellement, c'est l'édition de tout ça et surtout des pôles formation, des personnes qui étaient là avant nous, qui ont réussi à structurer et à amener une réelle stratégie de développement de la formation et récemment l'éducation populaire pour vraiment englober tous ces termes-là. C'est ça l'éducation populaire, c'est d'avoir pris ce qui a été fait avant, co-construire tous ensemble, du moins construire ensemble pour pouvoir arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Il n'y a pas véritablement une bonne définition de l'éducation populaire et chacun se fait un peu sa définition. L'idée pour moi de l'éducation populaire, c'est vraiment le fait de se dire ok, moi j'ai des problématiques, ah toi aussi tu les as, eh viens on travaille ensemble, viens on se partage nos problématiques, nos connaissances sur cette thématique-là pour essayer de construire quelque chose. Et moi de mon côté, l'éducation populaire, c'est de se dire que chacun a son expérience, chacun a des choses passées, chacun a à apporter aux autres. Pour moi, il y a l'idée de connaissance, il y a surtout l'idée de moyens dans l'éducation populaire. C'est comment on va faire pour rassembler les gens, qui puissent échanger ensemble. Et vraiment, ce geste est important, c'est chacun a des choses à dire pour les autres et c'est comment on les met ensemble pour que ce soit lié et en fait qu'on fasse une unité. Pas forcément un consensus, ça c'est important parce que c'est par le débat et les échanges, divergence d'avis qui fait qu'on construit des choses, mais c'est comment on arrive à ramener les gens ensemble pour pouvoir créer une vision des choses. Et plus largement en fait à la NOSTAPS, de ce qu'on en retire, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est beaucoup sur l'innovation pédagogique. Comment on arrive à faire que les gens arrivent à parler ensemble. Ça passe par les outils qu'on va pouvoir apporter, par les méthodes pédagogiques en elles-mêmes, les techniques d'animation. En fait, à quel moment on peut
faut les mettre en place, on les met beaucoup en place dans nos formations. Largement, on en met en place dans le monde associatif quand on fonctionne. Et c'est bête, mais le mouvement associatif est basé sur l'éducation populaire. Juste, c'est pas visible, les gens n'arrivent pas à mettre le mot dessus et à voir que ça existe. Et au-delà de ça, je pense aussi que l'ANESTAPS, c'est un outil à l'éducation populaire, dans le sens où l'ANESTAPS permet de réunir les modèles associatifs et les associatifs et associatives pour qu'ils puissent échanger entre eux et donc promouvoir un peu l'éducation populaire. Là actuellement, l'ANESTAPS a l'agrément du coup jeunesse éducation populaire. C'est un agrément qui est déjà très valorisant, nous, pour notre pôle, qui permet de réellement peut-être déployer ce plaidoyer, plus largement qui reconnaît l'ANESTAPS comme une réelle structure qui va rassembler les personnes, qui va sensibiliser, parler de certaines thématiques. C'est pas l'agrément de l'ANESTAPS, on va dire la structure mère en tant que telle, c'est surtout l'agrément de tout le réseau de l'ANESTAPS. En fait, cet agrément, c'est chaque personne qui allait chercher, qui fait qu'il est aussi légitime que l'ANESTAPS est aussi légitime d'avoir cet agrément-là. L'idée, c'est de garder cet agrément parce qu'il nous permet d'aller toujours plus loin et de chercher toujours plus loin dans l'éducation populaire, pouvoir vraiment ancrer l'ANESTAPS comme véritablement un acteur de l'éducation populaire. Déjà, cette année, il y a eu le choix de changer notre nom de poste et du coup de le renommer en tant qu'éducation populaire pour le faire ressortir davantage, aussi pour démocratiser ce terme au sein de notre réseau et pour se placer vraiment en tant qu'acteur et continuer les travaux sur cette thématique-là. En fait, c'est de continuer à le pousser dans nos projets. Là, tous les projets qu'on met en place, il y a des temporalités qui arrivent qui sont très très grosses. On l'a vu l'an dernier via les européennes, les élections européennes. L'ANESTAPS a utilisé l'éducation populaire pour pouvoir sensibiliser la jeunesse de nos associations, mais plus largement la jeunesse, sur la place du sport aux élections européennes. Et une association, ça va faire que certains projets pour les étudiants. Non, on a un rôle qui est peut-être beaucoup plus grand que ce que les gens se font comme idée. Là, l'ANESTAPS, je pense, a eu un impact énorme sur les votes et de sensibiliser au moins la jeunesse à quelle place le sport a dans ces élections européennes. En perspective, l'ANESTAPS va avoir encore un rôle dans les années à venir, encore plus avec les élections présidentielles qui arrivent, les municipales qui vont arriver aussi. On représente la jeunesse du champ du sport et de l'animation au général dans la société. Je pense que si on voyait l'éducation populaire comme idéale dans 10 ans, ce serait dans un premier temps qu'elle serait intégrée à l'ensemble de nos temps. Aujourd'hui, on travaille pour qu'elle soit intégrée pleinement à nos conseils d'administration. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Peut-être que dans 10 ans, l'éducation populaire, elle sera pleinement. Nos conseils d'administration, ils auront changé de format pour que l'éducation populaire soit davantage mis en avant. Peut-être aussi qu'il sera intégré à l'intérieur, davantage en tout cas, à l'intérieur des territoires, que ce soit à travers les réunions des associations, que ce soit à travers les échanges qu'ils ont entre eux, que ce soit en fait vraiment partie prenante de l'ANESTAPS et son réseau. Puis plus largement, c'est que en gros le modèle d'éducation populaire devienne un modèle de société et de changement de société. Actuellement, c'est très marginalisé, très peu financé. Certaines personnes y croient fortement et heureusement, le mouvement associatif y croit beaucoup et se rassemble pour cela. Mais c'est de se dire que notre changement de société, il passe peut-être par ici et par l'éducation populaire. Moi, je souhaite que l'ANESTAPS soit dans les années qui viennent vraiment un réel acteur de ce changement de vision-là. Derrière, ça puisse profiter à la société dans sa globalité. Par la suite, l'ANESTAPS soit considéré comme un réel acteur de promotion de l'éducation populaire, mais aussi d'application, notamment via le modèle sportif, le modèle des cours universitaires, le modèle associatif. L'éducation populaire, plus il a de place, je pense, dans la société et dans notre modèle actuellement associatif, mieux les changements, pour moi, les changements seront bons parce que co-construits et développés tous ensemble. Si on avait un mot pour terminer, on va dire, ce documentaire, ça serait juste rassemblez-vous, développez cette société d'échange, de partage, soit dans la société, mais plus largement dans vos associations, dans le réseau. C'est aussi ça qui fait la force de notre réseau, c'est de se rassembler autour de l'éducation populaire, d'échanger, de savoir qu'est-ce qui se passe chez toi, comment tu le mets en place, comment je peux l'appliquer chez moi, pouvoir avoir cette société commune fondée sur le débat et ce réseau commun, que l'éducation populaire soit le cœur de notre réseau associatif et le cœur de la société. Aéré, moi ce que j'aime et ce que j'ai aimé, c'était le un par un, c'est-à-dire cette façon de dire ce que je fais. Ici, avec 10 personnes, avec 18, ce qu'on fait là dans cette petite école, là, avec 15, ici avec 3 femmes, là avec quelques ouvriers, va avoir un impact terrible sur les 160 millions qui vivent ailleurs. Et c'est l'impression qu'on a ici quand on fait, comme moi ou d'autres travaillons avec
15 personnes et qu'on réussit d'un coup à ou enfoncer une porte ou à briser une fenêtre, on a l'impression que du jour au lendemain, on ne parle plus de la même façon.